Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, bouleversement politique en Afrique du Sud. 4 des 6 plus grandes métropoles du pays, à savoir Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth, sont désormais gouvernées par des maires de l'opposition. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a présenté ses excuses au début de son procès devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de destruction de 9 mausolées à Tombouctou, un délit qualifié de crime de guerre. Tu me fous les boules, c'est le titre de l'ouvrage de la journaliste ivoirienne Agnès Kreidi, paru en mars 2016, un titre choc sous-titré « Vaincre le cancer ». Ce livre s'inscrit dans la sensibilisation à cette maladie du sein dont le taux de mortalité est de 54% en Côte d'Ivoire parce que très souvent dépistée tardivement. Comme annoncé en titre, 4 des 6 plus grandes métropoles de l'Afrique du Sud, Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth, sont désormais gouvernées par des maires de l'opposition. Un bouleversement de la carte politique qui ne laisse aucun doute sur les mauvais jours que traverse actuellement le parti historique de l'ANC. Gradiela Chakunte. Les pronostics des observateurs se sont confirmés. Johannesburg, Pretoria, Le Cap et Port Elizabeth, 4 des 6 plus grandes métropoles sud-africaines, sont désormais gouvernées par des maires de l'opposition, un tournant historique qui marque la fin d'une époque. L'ANC est sur la voie du déclin. Tout le monde en a conscience de la gravité de cette situation. En tout cas, de l'importance du tournant de la vie politique et culturelle sud-africaine. Tout le monde en a conscience, sauf peut-être l'ANC lui-même. Les Sud-Africains auraient-ils donc tourné la page de l'ANC? La question se pose au vu du brouillage des cartes politiques. Et l'histoire retiendra que c'est à Nelson Mandela Bay, ville rebaptisée du nom du héros de la lutte anti-apartheid, qu'une réelle redéfinition des rapports entre identité raciale et identité politique s'est opérée. Car jusqu'ici, l'ANC recevait le vote des catégories populaires et de la classe moyenne noire, tandis que l'Alliance démocratique trustait les populations blanches, métisses et indiennes. If you look at where the ANC sits now. Regardez où l'ANC se trouve maintenant. Selon les résultats des élections municipales de 2016, l'ANC se trouve à 54%. Cela signifie qu'il est possible que l'ANC perde le pouvoir lors des prochaines élections. Pour éviter cela, l'ANC doit faire une sérieuse introspection. Ils doivent se demander pourquoi leurs résultats sont si lamentables. Ils doivent faire face à la vérité. Quel est l'éléphant dans la chambre de l'ANC? C'est Jacob Zuma. S'il ne se sépare pas de Jacob Zuma, s'il ne règle pas le problème de la corruption, principalement là où il gouverne encore, l'ANC sera en grande difficulté. Then the ANC will be in big trouble. Reste que la tâche s'annonce ardue pour cette opposition qui pourrait rapidement être confrontée à la résistance du syndicat des travailleurs municipaux SAMWU, affilié à la COSATU et toujours fidèle à l'ANC. Mais pour l'heure, une chose est certaine, le règne sans partage du parti au pouvoir est bel et bien terminé. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi a présenté ses excuses au début de son procès devant la Cour pénale internationale. Il est accusé de destruction de 9 mausolées à Tombouctou, alors que la région malienne était occupée par des groupes terroristes. Un délit qualifié de crime de guerre, c'était il y a 4 ans. Mais les Maliens sont toujours sous le choc. Oumou Kelsomba. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, ancien rebelle islamiste malien, a reconnu avoir saccagé. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, ancien rebelle islamiste malien, a reconnu avoir saccagé et démoli 9 mausolées à Tombouctou en 2012 au cours du conflit armé au nord Mali. L'ex-djihadiste a présenté ses excuses au peuple malien devant la Cour pénale internationale le 22 août 2016 à l'occasion du premier procès à La Haye autour de la destruction du patrimoine culturel. Ces actes sont considérés comme crimes de guerre. Selon de nombreux experts, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, âgé de 45 ans, est passible de purger une peine maximale de 30 ans. Les Maliens ont eu des réactions mitigées face aux aveux de l'ex-rebelle. Quand je pense et que je vois ces gens-là qui vont aller chercher des étrangers pour venir détruire les monuments de leur pays et qui font comme si la religion, depuis combien de temps on est dedans, comme si nous, tout ce que nous on fait c'est faux. Donc je suis optimiste, je sais que le tribunal international va lui donner une correction sévère. Non, jamais je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Il n'y a pas de tolérance. Dans ces pays, nous, on ne peut pas admettre tous ces trucs-là.
Les personnages les plus vénérés du Mali ont été enterrés dans les mausolées de Tombouctou, d'où son surnom, la cité des 333 saints. Les habitants de cette ville sont particulièrement attachés à ces lieux de culte qui figurent parmi les 1051 sites classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Les autorités maliennes espèrent que la réaction d'Ahmad Al-Faki Al-Mahdi incitera les rebelles à déposer les armes pour que la paix et la stabilité reviennent au Mali, notamment dans le nord du pays, théâtre de violence depuis 2012. La demande de pardon peut se comprendre pour une personne qui a mal agi et qui se rend compte aujourd'hui qu'il est dans un sans-issue et qui n'a pas d'autre choix aujourd'hui que de se plier et de coopérer. Vous savez, c'est aussi ça les limites strictes des révolutionnaires. Quand ils sont pris, ils sont pris. Et quand ils sont pris la main dans le sac, il n'y a pas d'autre possibilité que de présenter des excuses, que de faire d'avoir le profil bas. Et je pense qu'aujourd'hui, ces excuses et ce profil bas doivent permettre sans doute à ces frères et autres combattants d'armes aujourd'hui qui continuent à se battre sur le terrain de façon indue, de prendre conscience aujourd'hui que rien ne vaut la paix. Les mausolées de Tombouctou, détruites par les rebelles, ont été reconstruites en 2014. Ils ont été inaugurés par les représentants de l'UNESCO aux côtés du gouvernement malien et des dirigeants locaux en juillet 2015. C'était ce mardi 23 août en République démocratique du Congo, suite à la décision du facilitateur Edem Kodjo de débuter les travaux préparatoires au dialogue national. Une partie de l'opposition appelait à une journée ville morte. 32 personnes ont été arrêtées ce mercredi dans la capitale Kinshasa et à Mbuji-Mayi dans le centre du pays en marge de cette journée. 11 sont encore en détention. Une tension de plus à quelques mois de l'élection présidentielle qui devrait se tenir avant la fin de l'année. Les médias sont-ils libres? C'est une question qui revient très souvent, notamment à l'approche d'une élection présidentielle. Et le Gabon, qui tient sa présidentielle ce 27 août, n'y aura pas échappé. Quel état des lieux de la presse gabonaise peut-on dresser? Les journalistes sont-ils libres? L'information est-elle traitée de façon impartiale? Élément de réponse avec Gladys Mamba. Le Gabon occupe la 100e place sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières. Un recul de 5 places par rapport à 2015 où le pays était en 95e position. Mais de nombreux observateurs reconnaissent que la presse gabonaise contribue encore grandement au débat démocratique national. La presse gabonaise est plurielle, elle a acquis ce statut depuis la conférence nationale que le Gabon avait abrité en 1991. Et de cette année-là, jusqu'au moment où on se trouve ici, cette presse fait son travail, joue son rôle. Les autorités gabonaises font du développement du secteur de la communication une priorité. La subvention accordée chaque année à la presse écrite et cybernétique en est une illustration, selon les autorités en charge du secteur qui a bénéficié en 2016 d'une subvention de 372 millions de francs CFA. Mais la presse gabonaise fait face à d'autres maux. Parmi ceux-ci, le manque d'écoles de formation au métier de journaliste, l'absence du statut du journaliste. Une situation qui conduit parfois à des dérives, un défi donc pour le Conseil national de la communication. Trop de régulation, trop de surveillance est également quelque chose qui n'est pas souhaité. Mais quand le CNC, comme c'est le cas depuis un certain temps, qu'on lui reproche de ne pas avoir la main lourde parce qu'il y a des dérives, je vous assure que nous avons dépassé ce qu'on appelle la limite des outrances et des outrages à l'individu, et que le CNC parfois ne réagisse pas immédiatement pour peut-être réprimer ses excès, cela aussi, à mon avis, est une façon de rester un peu, de donner un peu de mou un peu à tout le système. Parce que je pense que si le CNC intervenait à chaque fois, certains journaux ne paraîtraient pas du tout. Pour consolider la liberté de la presse, une réforme du Code de la communication est prévue depuis 2015, mais elle reste jusqu'à présent en gestation. Cette élection présidentielle gabonaise aura donc lieu le 27 août et dans ce cadre, Africa 24 a déployé un dispositif exceptionnel afin de vous faire vivre cet événement. Retrouvez donc chaque jour jusqu'au 26 août en direct de Libreville 2 émissions spéciales. Un premier rendez-vous axé sur les grands enjeux du Gabon présenté par Thierry Ngogang à partir de 19h15 GMT et un second rendez-vous cette fois pour un débat animé par Marie-Angèle Touré ou encore Babylas Boton à partir de 20h30 GMT.
Le cancer du sein est le plus fréquent des cancers féminins à travers le monde. En Côte d'Ivoire, il a un taux de mortalité qui atteint les 54%, un taux beaucoup trop élevé lorsque l'on sait que ce cancer, s'il est dépisté à temps, se soigne très bien. C'est pour cela qu'Agnès Crédy, journaliste ivoirienne, a écrit un livre « Tu me fous les boules », un titre choc pour sensibiliser sur cette maladie et éviter le pire des scénarios. Oumou Kelsomba. Un titre choc pour faire sortir les lecteurs de leur gond et susciter une réelle prise de conscience. C'est la démarche de la journaliste Agnès Crédy en mettant sur le marché son ouvrage sur le cancer du sein. En Côte d'Ivoire, chaque année, près de 20 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés. 80% des cas sont diagnostiqués tardivement avec un taux de mortalité de 54%. Tu me fous les boules, titre de l'ouvrage de la journaliste, veut sauver des vies en décomplexant les femmes atteintes de cette maladie. Même si les hommes peuvent développer le cancer du sein, ce sont les femmes qui en sont les victimes prépondérantes. Le livre veut redonner espoir aux femmes qui pensent que le cancer du sein est une condamnation à une mort certaine. Avoir une boule dans les seins, c'est peut-être avoir un furoncle ou c'est peut-être avoir juste un simple kyste. Et on prend le temps d'attendre que le cancer pourrisse notre corps avant de réaliser que nous avons un cancer. Conclusion, ce sont 90 ou 85% de femmes qui partent en situation de mortalité quand elles vont donc traiter leur cancer. Donc le livre, c'est d'abord inscrire la démarche de prévention dans la démarche habituelle par rapport à une pathologie dont on ne guérit pas peut-être forcément, mais avec laquelle on peut vivre. Mais dont on guérit si on s'y prend tôt. Donc l'idée, c'est de dire, si vous vous prenez tôt pour repérer votre boule qui est dans votre sein, par l'autopalpation ou par la palpation ou par la mammographie, simplement, il est évident que si la boule est encore plus petite, on peut vous la retirer et vous pouvez continuer à vivre. Écrit dans un style alerte, l'ouvrage de la journaliste Agnès Crédy emprunte très peu à la fiction romanesque. C'est plutôt un témoignage que le cancer du sein peut être vaincu si la sensibilisation et le dépistage sont utilisés comme moyen de lutte. Dans son livre, Agnès Crédy parle en connaissance de cause puisqu'elle est une survivante du cancer du sein. C'est une maladie, c'est vrai, c'est mortel, c'est vrai, ça fait peur, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut changer les choses quand on a un cancer? Dans ces conditions, comment vivre avec les choses qu'on ne peut pas changer? Aborder les choses avec une vie plus rieuse, avoir une vie qui est plus ouverte, avec un horizon qui est plus élargi, plus lumineuse, parce qu'on s'est dit tout d'un coup, peut-être que le temps qui nous reste à vivre n'est peut-être pas long, mais alors le temps que j'ai à vivre, je le vis pleinement ce temps-là. Et du coup, j'ai toujours en tête cette réflexion de cette chanteuse américaine Joan Baez qui nous dit, vous n'aurez pas le loisir de choisir comment et quand vous allez mourir, mais vous pouvez décider de comment vous voulez vivre. Une réédition de l'ouvrage est prévue pour le mois d'octobre, choisi au plan international comme période de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. L'ouvrage sera enrichi de nouveaux chapitres pour mettre la lumière sur un tueur silencieux. Aujourd'hui, la médecine dispose des moyens pour vaincre le cancer du sein s'il est découvert à temps. C'est le message principal d'Agnès Crédy en s'adressant aux femmes qui ne doivent plus avoir peur ou honte du cancer du sein. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.